Tous ces dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le billet de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de choisir Télé7 pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Guerre à l'est du pays, les têtes commencent à tomber. Le général Gabriel Amissi Tangofor est suspendu de ses fonctions sur ordre du chef de l'État. Il est accusé dans le tout dernier rapport des experts des Nations Unies de trafiquer les armes au profit des groupes armés qui écument l'est du pays. Des réactions fusent de partout. Pendant ce temps, Matata Ponyo ne s'est pas présenté ce vendredi devant les sénateurs pour expliquer les causes de la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays. Dans une lettre adressée au bureau du Sénat, le Premier ministre évoque des raisons de santé et sollicite l'indulgence des élus. Pendant ce temps, des négociations se profilent à l'horizon avec les rebelles, affirment certaines sources. Le responsable politique du M23, le pasteur Jean-Marie Roniga, séjourne à Kampala, où devait s'entretenir avec le président de la CIRGEL, Yoweri Museveni. Et enfin, à Kinshasa, les femmes des entreprises tant publiques que privées ont marché pacifiquement sur le boulevard du 30 juin. La marche est partie de l'hôtel de la Poste jusqu'au siège de la MONUSCO, où elles ont déposé un mémo à l'intention du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Une délégation du M23 séjourne depuis ce vendredi à Kampala à la rencontre du président Yoweri Museveni. Pasteur Jean-Marie Roniga, chef politique de ce mouvement rebelle, conditionne le retrait de ses troupes de la ville de Goma par l'ouverture des négociations directes entre son mouvement et Joseph Kabila. Sans doute devrait-il le mettre à profit ce dialogue pour exhumer l'accord du 23 mars signé à Goma. Et cela fait 72 heures depuis l'occupation de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, par les rebelles du M23. Le M23 exige un dialogue direct avec le président de la République avant tout répit. Nous allons joindre Goma pour en savoir un peu plus sur l'évolution de la situation avec notre correspondant Saïdi Ramazani. La ville de Goma sous contrôle du M23 du Sénat fait en 2 heures après un meeting militaire au sein des organes de Goma. Un point de presse avec les organes de presse jumelés d'une rencontre avec le jeune de Goma. Le recrutement s'est fait petit à petit, mais aussi la ville reste encore timide. Signalons que les affrontements se poursuivent dans les montagnes qui surplombent la cité de Saké, qui est déclarée prise par le 123 et qui aujourd'hui avance vers Chachou, sur la route qui mène à Bukavu au site Kivu. Rappelons en outre que l'armée gouvernementale est positionnée au niveau de Minova à quelques 50 de kilomètres du chef-lieu de la province du site Kivu. La population de Goma aussi entre la crainte et l'espoir de voir l'éventuelle négociation à Kampala échouer après un rendez-vous manqué à Goma d'une rencontre politique du président du 123 dépêché pour Kampala. Depuis Goma, Saïdi Abbas Majid pour Télé7 Kinshasa. Et à Kinshasa, les femmes congolaises sont en colère contre l'agression et l'invasion de la RDC. Ce vendredi, elles ont déposé un mémorandum au siège de la MONUSCO, à travers lequel elles condamnent l'inertie et la complaisance de la communauté internationale face à la détresse de la population congolaise. Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. Ils ont choisi la couleur noire pour exprimer leur colère et leur indignation face au drame dans l'est de la RDC.
Des messages sur des calicots prouvent à suffisance leur détermination. Ces femmes, issues de toutes les couches de la population, ont pris d'assaut le boulevard du 30 juin. Destination, siège des Nations Unies à Kinshasa, où un mémorandum a été déposé. Dans ce document, les femmes congolaises déplorent et condamnent. Ce pays, depuis 1993, a perdu des millions et des millions et des millions de vies. Nous voyons la communauté internationale célébrer, honorer des morts qui n'atteignent même pas le million. Le Congo en a perdu plus que ça. Je crois peut-être un dixième de ce que le monde a perdu au moment de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Un dixième de cette population est mort dans ce pays. Et on continue à nous agresser. On continue à violer nos sœurs, on continue à violer nos filles, on continue à mutiler nos enfants. Et je crois qu'il était temps que la femme congolaise se lève et crie haut et fort que tout ça doit s'arrêter. Par la même occasion, elles exigent la requalification du mandat de la MONUSCO en force réelle d'imposition de la paix. Les femmes congolaises se réservent le droit de traduire devant les juridictions internationales toute personne citée par le rapport international et tout commanditaire de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité perpétrés dans l'est de la RDC. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Le face-à-face Matata Ponyo au Sénat n'a pas eu lieu. Le Premier ministre, qui devait répondre en lieu et place des ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères aux préoccupations des sénateurs sur la situation de l'Est, n'a pas pu se présenter à la Chambre haute pour des raisons de santé. Il a promis à travers sa correspondance au bureau du Sénat que les ministres concernés par cette question se rendront devant les élus des élus pour leur fournir des explications à ce sujet. Anita Lombois et Serge Koueté. Matata Ponyo ne s'est pas présenté devant les sénateurs comme convenu. Le chef du gouvernement s'est empressé d'envoyer une lettre qui explique son absence pour des raisons sanitaires. Le rapporteur du Sénat se charge de lire la correspondance du Premier ministre adressée au bureau du Sénat. Cependant, compte tenu des raisons du suivi médical, mon médecin m'a assigné à un repos de constitution, ce qui m'astreint à un rythme de travail minimum. Aussi, tout en appréciant la pertinence de la démarche démocratique de l'honorable sénateur Mokonda Bonza Florent, je ne saurais pas me rendre disponible, eu égard à la restriction horaire que je suis censé observer. Beaucoup de sénateurs n'ont trouvé fondés les arguments du Premier ministre. Matata et son gouvernement n'ont pas jusqu'ici présenté une politique claire pour la gestion de la crise qui prévaut à l'est du pays, explique-t-il déçu. Pendant ce temps, il y en a qui acceptent les excuses du chef du gouvernement. Ne veulent pas venir, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sauront pas répondre aux questions que je leur ai posées. Parce qu'ils ne gèrent pas la paix. Ils ont donc peur. Ils ne veulent pas découvrir la couronne. Le Premier ministre a demandé des termes et délais. C'est fondé, n'est-ce pas? Au sujet des négociations avec les rebelles du M23, les avis sont partagés entre ceux qui trouvent opportun en ce moment et d'autres encore qui demandent au gouvernement de rejeter le dialogue avec les agresseurs. La négociation, c'est une des techniques pour la recherche de la paix. On va négocier. Tous les Congolais ne veulent pas qu'on négocie, mais on va négocier. En lieu et place du Premier ministre, les ministres dont les secteurs d'activité sont concernés par cette guerre devraient répondre devant les élus des élus. Pour l'instant, ils sont pour la plupart absents de Kinshasa et répondront sans doute à leur retour. Des complicités internes aux forces négatives qui écument l'Est de la RDC en proie à l'insécurité devenue récurrente. Joseph Kabila vient de sévir contre certains officiers FARDC cités dans le rapport final des experts de l'ONU sur la RDC, dont le général Gabriel Amissi. La décision a été rendue publique jeudi dernier au cours d'une conférence de presse animée à la Cité de la Voix du Peuple par le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement. Les détails avec Monique Bosso. La nouvelle est tombée jeudi dans la soirée. Dans un communiqué de la présidence de la République et rendu public par le porte-parole du gouvernement, Joseph Kabila décide de suspendre le chef d'état-major des forces terrestres des FARDC. Des graves accusations pèsent sur le général Gabriel Amissi, alias Tango Fort.
Le rapport final du groupe des experts des Nations Unies sur la situation en RDC le cite nommément parmi les personnalités congolaises impliquées dans la guerre de l'Est. Les forces armées congolaises continuent d'être la proie de réseaux criminels qui permettent aux officiers supérieurs de s'enrichir par l'emprise sur les ressources naturelles et la contrebande, notamment par le trafic d'ivoire mené par des groupes armés. Ces officiers auraient également fourni 300 fusils d'assaut AK-47 à un groupe dénommé Nyatura, une autre force négative qui sème la désolation au sein de la population civile. Sur le terrain, Lambert Mende a confirmé des affrontements entre une coalition FARDC Maïmaï venue de Colline et le M23 dans la localité de Saké. Au bout d'après-combat, devrait poursuivre le porte-parole du gouvernement. La victoire a choisi le camp de la patrie. La bonne nouvelle que beaucoup d'entre vous savent déjà, c'est la reprise cet après-midi par les forces armées de la République au terme d'âpres combats de la cité de Saké, située à 27 km de Goma, qui était tombée, comme vous le savez, aux mains des mutins du M23. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les M23 auraient repris la localité de Saké. Par ailleurs, le trio Kabila-Kagame-Museveni qui s'est réuni à Kampala du 20 au 21 novembre dernier s'est dit solidaire avec le peuple congolais. Les trois chefs d'État ont demandé au M23 de se retirer de toutes ses positions, y compris dans la ville de Goma. Et il faut dire que cette décision du chef de l'État ne va pas sans réaction et ce sont des réactions croisées. Si la nouvelle société civile congolaise salue la décision du chef de l'État, le député national Emery Okunji, par contre, estime que celle-ci tombe un peu tard car le pays est déjà blessé. Je vous propose d'écouter le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise et le député national au micro de Serge Kouaté. Tout le monde dénonçait l'affairisme de ces généraux-là. Tout le monde condamnait sa manière de conduire les FARDC. Tout le monde l'a dit haut et fort. On ne l'a pas fait. C'est seulement après avoir causé beaucoup de dégâts à la République, à la nation, après avoir déstabilisé nos forces combattantes, après avoir laissé vendu des armes des années durant aux ennemis de la République, qu'on se réveille aujourd'hui de son sommeil profond pour agir. Trop tard, la République est blessée, la République est humiliée. La nouvelle société civile salue cette mesure courageuse de la part des autorités du pays qui vient réconforter l'opinion que dans nos forces, il y avait des éléments qui ne jouaient pas le franc jeu. Comme nous sommes dans le domaine de la justice militaire, je crois que la justice militaire doit faire son travail pour se servir de ces cas et mener des enquêtes s'il n'y a pas d'autres personnes qui jouent à ce même jeu de telle manière à faire redorer l'image de nos forces armées. Parlons un tout petit peu du général Gabriel Amissi, dit Tango Fort, très bien connu du public quinois. Et ce dernier a servi au RCD Goma en tant que l'un des chefs militaires de haut rang. Il a été nommé chef d'état-major de la force terrestre par Joseph Kabila après la réunification du pays. Des accusations sur sa participation au commerce illicite n'ont cessé de voir le jour depuis sa nomination. Suivez plutôt ce mini-portrait que vous propose la rédaction de Télé 7 sur le général Gabriel Amissi. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo apporte des informations toutes nouvelles. Le général-major Gabriel Amissi, très connu sous le pseudonyme de Tango Fort, chef d'état-major des forces terrestres, a été suspendu par le président Joseph Kabila. Le numéro 2 dans la chaîne de commandement militaire des forces congolaises est accusé de trafic d'armes destinées aux divers groupes armés. Le porte-parole du gouvernement a précisé que c'est une suspension administrative pour raison d'enquête. Mais qui est le général Amissi Tango Fort? Ce militaire a été formé à l'EFO, l'école de formation des officiers. Ancien commandant rebelle au sein du RCD Goma, c'est au terme des négociations en faveur
du retour de la paix lors du dialogue intercongolais que le RCD et d'autres mouvements politico-militaires abandonnent les armes. Gabriel Amissi, promu général, se voit après propulsé à la tête de la prestigieuse force terrestre en devenant le chef d'état-major. Fonction importante et stratégique, très vite, le général 4 étoiles acquiert le respect et les honneurs. Ces fonctions lui ouvrent les portes, lui facilitent la tâche dans l'exercice des activités commerciales. Selon des médias internationaux, le général Gabriel Amissi possède une compagnie de fret aérien appelée Maniema Union, du nom du club de football qu'il possède. À Kinshasa, Tango Fort est le président d'un autre club, l'Ice Vita Club. Très actif dans les affaires, Tango Fort aurait passé un accord avec la compagnie minière Geminaco pour prendre le contrôle de la mine d'or d'Omat, dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, selon la chaîne internationale BBC. La réputation de ce jeune général très célèbre à Kinshasa a commencé à subir des taches d'huile à partir des révélations d'ONG internationales et d'autres médias. Les chaînes internationales françaises, mais aussi britanniques, l'accusent de disposer de manière pas très claire des carrés miniers. Très célèbre, souriant, convivial, selon de nombreux témoignages, le général n'a cependant pas réussi à ramener la paix dans l'est du Congo, toujours confronté aux menaces des rebelles de plusieurs groupes armés. Ces troupes au sol n'ont cessé de rencontrer des FDLR, des Maï-Maï, ceux de la LRA, durant plusieurs années. Une contre-performance qui n'est pas de nature à jouer en sa faveur. Au contraire, des accusations pleuvent contre lui. Les plus sévères affirment qu'il est plus commerçant que chef militaire. Face aux critiques, Amissi n'y a jamais prêté attention. Son sort dépend aujourd'hui de l'issue de l'enquête qui vient d'être ordonnée par le commandant suprême, Joseph Kabila. Avant d'amorcer des actions d'envergure pour dire toute leur colère après la chute de la ville de Goma, les femmes réunies autour de différentes associations se sont retrouvées jeudi pour débattre de cette question avec la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi. À travers une déclaration qu'elles ont rendue publique à la fin de cette rencontre, elles dénoncent l'occupation de notre pays par l'armée régulière du Rwanda et demandent à la communauté internationale de prendre les mesures qui s'imposent pour que la RDC retrouve son intégrité territoriale. Je vous laisse suivre un extrait de ce message plein de signification. S'appuyant sur les articles 8 et 9 du protocole sur la prévention et la répression du crime des génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et de toute forme de discrimination, ainsi que le protocole sur l'exploitation illégale de ressources naturelles, dénonçons l'agression et l'atteinte de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le M23, le Rwanda et l'Ouganda, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de l'article 5 du pacte sur le protocole de non-agression et de défense mutuelle dans la région de Grand Lac. Inquiète de l'accord de mise en place d'une autre force internationale dite neutre aux frontières entre la RDC et le Rwanda, alors qu'il existe déjà en RDC depuis l'an 2000 la plus importante mission des Nations Unies au monde. Exigeons du Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre une résolution urgente en vue de changer le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo pour la mise en œuvre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression en son article 39. Et au PPRD, c'est la colère. Ce parti présidentiel qui a battu le rappel des troupes ce vendredi appelle aussi à la mobilisation générale pour bouter hors de la RDC les ennemis du peuple. Réunis autour du secrétaire général Évariste Bochab, les membres du PPRD ont condamné la prise de la ville de Goma par le Rwanda à travers le M23. Je vous propose un extrait de leur déclaration lue par Toussaint Chilombo au siège du parti. Après avoir suivi l'appel à la mobilisation générale lancé au peuple congolais par les camarades Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et initiateur de notre parti, pour résister farouchement à l'agression rwandaise portée par les M23. Le PPRD condamne énergiquement cette énième agression de notre pays et invite la communauté internationale
à prendre la mesure du drame humanitaire qui se déroule dans la province du Nord Kivu et à comprendre que sa crédibilité se joue dans la gestion de l'agression de notre pays par les Rwandais via le M23. Le peuple RD, qui attendait la récente rencontre des chefs d'État de la région à Kampala dans le cadre de la CRGL, exhorte les uns et les autres à l'application sans faille des résolutions de ces mini-sommets extraordinaires pour le retrait immédiat des rebelles de Goma et le respect des institutions légitimes. Le PPRD exprime sa compassion envers nos compatriotes du Nord Kivu et les invite à ne pas collaborer avec l'agresseur, à s'organiser et à se prendre en charge tout en comptant sur les institutions légalement établies, car les mensonges ne passeront pas. Le PPRD appelle ses militantes et militants, ainsi que tout notre peuple, à la résistance farouche et populaire, comme souhaité par le président de la République et le gouvernement. Le PPRD invite toute la classe politique sans à l'unité et à la cohésion face à la patrie en danger, afin de ne pas faire le jeu de l'ennemi par ces déclarations antipatriotiques qui frisent la haute trahison. La guerre qui est menée contre la RDC depuis plus de 2 décennies a un double objectif. Le premier est la balkanisation et le second consiste à faire main basse sur les richesses de la RDC. Les auteurs de ce plan de balkanisation et pillage des richesses de la RDC sont désormais connus. Le duo anglo-saxon en sait quelque chose. Nous vous proposons dans ce commentaire de la rédaction ce plan de mauvais goût des balkanisateurs. Doudou Ndombe. Le premier objectif est donc la balkanisation de la RDC. Selon le quotidien Le Potentiel, celle-ci passe dans un premier temps par l'annexion des provinces de l'Est aux voisins directs très intéressés, à savoir le Rwanda et l'Ouganda. Les provinces concernées sont entre autres le Nord Kivu, le Sud Kivu et une partie de la province orientale. Le deuxième objectif consiste à faire main basse sur les richesses de la RDC. Voilà qui explique les stratégies mises en œuvre par les concepteurs du projet de balkanisation du Congo, au nombre desquels se comptent les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Ces grandes puissances occidentales opèrent par les biais de leurs sous-traitants que sont les régimes en place à Kigali et à Kampala. Sous l'instigation de leurs commanditaires anglo-saxons, le Rwanda et l'Ouganda, ces courtiers des mauvais aloi, ont créé en RDC des seigneurs des guerres et monté des groupes armés auxquels ils ont donné des colorations internes. Les menées militaro-politiques de ces forces négatives s'accompagnent d'exploitation illégale des ressources naturelles, des territoires et localités qui échappent à l'autorité de l'État. Démarrée en 1996, l'aventure hégémonique ne s'est pas estompée. Au contraire, elle s'est accentuée avec comme récurrence les conflits armés nés de revendications politiques et identitaires oiseuses. Le dernier sprint de cette chevauchée à la Don Quichotte est la prise de la ville de Goma par une des dernières créations des balkanisateurs, à savoir le M23. Voilà dans quel projet se trouvent impliqués les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. La question qui taraude l'opinion nationale est celle de savoir pourquoi les USA en particulier choisissent de s'associer aux bandits et autres contrebandiers pour piller les richesses du Congo. Que gagnent-ils aujourd'hui en entérinant l'éclatement du Congo? Faut-il tuer les Congolais, affaiblir les institutions de la RDC et la morceler pour accéder à ces richesses? En bloquant les sanctions que mérite ce tandem Kigali M23 indexé par un rapport des experts de l'ONU dans la crise congolaise, les USA se révèlent un partenaire à double face. À la lumière des derniers événements, les USA devraient cesser de se dire champions de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Ils n'ont plus de leçons à donner, surtout pas aux Congolais qui réalisent désormais que le complot anglo-saxon est bien réel. À l'Assemblée provinciale, le ministre de l'Intérieur, Population et Sécurité ainsi que celui des Finances se sont présentés devant les élus de la ville pour répondre à 2 questions orales avec débat.
Il s'agit de la question relative à la recrudescence du phénomène Kuluna et celle de la prévision des recettes sur la vente des vignettes. La plénière a eu lieu au CEPAS. Rosil Martin Bouyamba et Fiston Bouini. Des explications claires devraient être fournies à la représentation provinciale sur la recrudescence du phénomène Kuluna dans la capitale. Félicien Songou sollicite de l'éclairage sur le commandement et la direction de la police provinciale. Emmanuel Akweti a présenté ses moyens de défense. Reste à la plénière de trancher. Pour Kiakumayamba Nyangi, l'un des interpellateurs, le ministre provincial des Finances doit justifier la vente et la campagne des vignettes en cours dans la ville pour la période allant de 2009 à 2010. Les députés provinciaux se disent étonnés de la vente des fausses vignettes, alors que le ministre interpellé ne semble fournir aucune explication plausible. D'ailleurs, les auteurs de cet acte seraient aux arrêts. Un comptable devait, après autorisation de la plénière, faire la démonstration et prouver les vraies des fausses vignettes. Dans tous les cas, seuls les élus interpellateurs savent jusqu'où ils iront avec leur démarche. Au ministère du Plan, l'heure est à la remise à niveau des cadres de l'administration publique. Ces derniers doivent être formés en matière de conception, gestion et évaluation des projets de développement. Le ministre du Plan est suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Célestin Vunabandi a donné le coup d'envoi à un séminaire à leur intention ce jeudi. Ce séminaire de formation sera assuré par le Sénacof. Compte rendu avec Patrick Chamala et Chako Nimbo. C'est un séminaire de formation qui tombe à point nommé au moment où le gouvernement vise à faire de la RDC un pays émergent et moderne. Ceci ne saurait être possible sans impliquer les cadres et agents de l'administration publique. Ces derniers doivent être à même de concevoir, de gérer et d'évaluer des projets de développement qui cadrent avec la vision du gouvernement. Le directeur général du Centre national de coordination de la formation pour le développement Sénacof, structure formatrice, revient sur les résultats attendus de ce séminaire. Et de rendre 20 cadres de notre administration publique capables de se servir de gare comme instrument de gestion efficace des différents projets de développement dont l'impact serait directement perceptible et visible au bénéfice de la population. Déterminé, Célestin Vunabandi, ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, n'y va pas par le dos de la cuillère pour dire aux participants ce qu'il attend d'eux. Cette formation est la suite logique de l'engagement du gouvernement à travers le ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, de tout mettre en œuvre pour que notre administration puisse arriver à un fonctionnement optimal afin de contribuer efficacement à la réalisation du programme d'action du gouvernement. Notre administration publique est appelée à jouer un rôle important pour améliorer la gouvernance de l'État, des provinces et des entités territoriales décentralisées par la conception, la mise en place, l'exécution, le suivi et l'évaluation des projets et des programmes économiques et sociaux en vue d'améliorer la qualité de la vie de la population. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'une série de réformes initiées par le gouvernement à travers le ministère du Plan en vue d'un fonctionnement optimal de l'administration publique pour des résultats efficients. Et pour sa part, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a clôturé sa session ordinaire. Cette toute première réunion depuis la prise des fonctions du nouveau Conseil était essentiellement budgétaire et a permis aux membres d'arrêter des stratégies pour promouvoir le secteur pharmaceutique et apporter une contribution à la santé. C'était au siège du Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans la commune de Kasavubu. Suivez. Aussitôt après leur prise de fonction, les membres du nouveau Conseil national de l'ordre des pharmaciens se mettent à l'œuvre. Réunis en cette session ordinaire, ils élaborent le budget annuel devant permettre au Conseil de jouer pleinement son rôle et réaliser d'autres actions en dehors de celles traditionnelles.
Durant cette période, le CENOP réalisera des activités dans le sens de la santé publique, telles des campagnes de sensibilisation. La tâche n'est certes pas facile, mais le Conseil entend bien aller jusqu'au bout de sa logique. L'ordre va se remettre au travail d'une manière systématique pour que désormais l'activité pharmaceutique puisse avoir le poids que la loi lui reconnaît. C'est ainsi que l'ordre envisage de contribuer de manière significative à l'assainissement de ces secteurs, ainsi de suite. Donc l'ordre va essayer d'amener tout le monde, et les consommateurs et les distributeurs de médicaments, dans un respect absolu des textes qui organisent la pharmacie dans notre pays. La session ainsi clôturée, il appartient dès lors à tous les membres de traduire en acte toutes les résolutions prises. C'est de cette manière seulement que le CENOP pourra relever les défis en matière de santé. Et à présent, Doudou Ndombe va nous lire la presse parue ce matin dans la capitale. Saké désormais libéré des mains du M23, se réjouit l'Observateur. Dans ses colonnes, le quotidien relate les faits. Pendant 3 heures, la coalition FRDC Maï a affronté les rebelles du M23. Ceux-ci ont été repoussés de la localité de Saké à 27 km de Goma au nord Kivu. Jean-Marie Roniga Louguerero pose comme préalable à tout retrait du M23 de Goma le dialogue avec le président Kabila. L'avenir remercie la France pour le soutien qu'elle apporte à la RDC. L'Hexagone, à travers son ministre des Affaires étrangères, a pris une position ferme pour fustiger l'inefficacité des troupes de l'ONU en RDC. Il a déclaré, je cite, « Déployer 17 000 hommes et fixer un mandat qui ne leur permet pas d'intervenir sur le terrain, c'est absurde. » Fin de citation. On sent que la francophonie se réveille pour contrer le Commonwealth. C'est ce qui fait dire au journal Le Palmarès que Paris et Bruxelles conjuguent leurs efforts pour contrer les plans américains. Les deux capitales envisagent une vaste action de lobbying au niveau européen pour faire le contrepoids de Washington. Il faut dire que le pays d'Obama apparaît finalement comme un obstacle à toute tentative de solution durable à la crise qui prévaut dans la région des Grands Lacs. Pendant ces temps, le MCR appelle à la résistance populaire, écrit Le Potentiel. Le mouvement social pour les renouveaux, parti de la majorité présidentielle, hausse le ton et en appelle à une union sacrée majorité-opposition. Dans sa déclaration lue le jeudi, le parti estime qu'étant la RDC est en proie à une guerre injuste, rien ne sert de se cabrer sur des positions conjoncturelles de majorité et d'opposition. Tous, nous devons regarder dans la même direction, insiste le parti cher à Pierre Lumbi avant d'inviter la communauté internationale à tirer les conséquences des droits qui découlent du rapport des experts de l'ONU et de sanctionner les auteurs des crimes opérés dans l'Est du pays. Guerre à l'Est, des révélations troublantes. Le Phare titre à sa une, le général Amici Kumba, dit Tango Fort, est suspendu. Le chef d'état-major des forces terrestres est cité dans les rapports des experts de l'ONU. Le général serait impliqué dans les trafics d'armes et divers calibres au profit des groupes armés qui écument dans l'est du pays. Il est donc suspendu de ses fonctions jusqu'à la fin de l'enquête ouverte à sa charge. Africa News est allé loin pour dire que les plans de prendre Kinshasa après Goma, former un gouvernement dirigé par les rebelles et leurs alliés de l'opposition politique et lancer la partition de la RDC à partir de Norvège a échoué. Ces concepteurs ont vite déchanté. Pas question pour Paris de laisser les plus grands pays francophones être sacrifiés au profit des intérêts anglo-saxons. C'est la fin de ce journal. Le bon dessus de programme sur la télé républicaine. Au revoir.
Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.